Bonjour et bienvenue à la série Un objet, deux regards, le site Cartier-Roberval et ses collections. Cette série de rencontres entre spécialistes vous est proposée par l'Unité mixte de recherche Capital et Patrimoine avec l'objectif de partager largement les connaissances autour des formidables collections du site Cartier-Roberval. La série a été conçue et scénarisée par Habib Saïdi, professeur au département des sciences historiques de l'Université Laval. Alors, l'objet d'aujourd'hui, la perle. Qui dit perle dit bijoux, parure, corps, mode. En archéologie, cependant, les perles, qui sont si petites et longtemps négligées, souvent, prennent plusieurs significations. On a retrouvé au site Cartier-Roberval 11 perles de matières différentes. Alors, à quoi servaient-elles? D'où viennent-elles? Qu'est-ce qu'elles ont à nous apprendre, ces perles? Alors, deux invités nous ramènent en 1541 et aux colons français qui ont manipulé cette verroterie. Adelphine Bonneau, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes archéologue, géochimiste et archéomètre. Vous êtes donc une scientifique des matériaux archéologiques. À présent, vous êtes professeur invité à l'Université du Québec à Chicoutimi, mais vous poursuivez aussi un deuxième post-doctorat à l'Université d'Oxford, en Royaume-Uni, financé par le programme canadien Banting. Et en septembre prochain, vous serez à l'Université de Sherbrooke en tant que professeur en histoire et en chimie. Alors, merci d'être là. Laurier Turgeon, vous êtes professeur d'histoire et d'ethnologie au département des sciences historiques et membre régulier de l'Institut du patrimoine de l'Université Laval. Vous avez beaucoup travaillé depuis plusieurs années sur les contacts et les échanges entre Français et Autochtones en Amérique du Nord au 16e siècle. Et d'ailleurs, assez récemment, vous avez publié un ouvrage intitulé « Pour une histoire de la Nouvelle-France, Français et Amérindiens au 16e siècle », publié chez Belin à Paris en 2019. Alors, bonjour à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation donc pour cette série. Madame Bonneau, d'abord, comment votre intérêt pour le site Cartier-Roberval s'est-il développé ces dernières années? En fait, lorsque je suis arrivée au Québec en 2011, c'était pour travailler avec Jean-François Moreau, qui est professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi, et pour étudier les perles de verre. Donc justement, ces perles de verre les plus anciennes qui ont été retrouvées sont celles du site de Cartier-Roberval pour le Québec. Et Jean-François Moreau avait eu la chance de les étudier et de faire des analyses physico-chimiques dessus. Donc ça a été le point de départ de mon intérêt. De votre intérêt. Alors, depuis, vous les connaissez vraiment intimement, ces perles. On va y revenir. Laurier Turgeon, dans votre cas, c'est une passion qui date de plusieurs années maintenant, hein? La verroterie, là, tout ça. Oui, je me suis intéressé beaucoup à l'histoire du monde atlantique, à l'histoire de la Nouvelle-France et puis au contact entre Français et autochtones depuis le tout début finalement de la présence française dans l'Amérique du Nord. Et donc, comme les perles de verre représentent un objet important de ces échanges, ce sont des objets qui apparaissent très tôt dans les échanges entre ces deux groupes et qui va demeurer un objet d'échange très important pendant toute la période historique. Et je dirais, c'est un objet qui a été chéri, convoité par les groupes autochtones jusqu'à aujourd'hui, puisqu'ils s'en servent encore beaucoup dans le perlage finalement de vêtements en cours aujourd'hui un peu partout au Canada et en Amérique du Nord. Voilà. Alors, parlons précisément de ces 11 perles découvertes à Cartier-Roberval. Vous les avez étudiées intimement au microscope, Madame Bonneau. Alors, quelle est leur composition? Quelle est leur nature? De quelle matière parle-t-on? Donc, en effet, il y a 11 perles qui ont été retrouvées. 5 d'entre elles sont en G, c'est-à-dire une matière minérale noire qui peut être minée, qui se trouve donc naturellement dans le sol. Ces perles sont rondes pour la plupart. Il y en a une qui est ovale et elles ont également des incisions qui forment des sortes de vagues en fait, sur ces perles. Par la suite, vous avez 4 perles de verre qui, elles, sont faites donc de verre bleu foncé dont la couleur est donnée avec du cobalt. Le verre est donc quelque chose qui est fabriqué par l'homme. Pour cela, il faut 3 ingrédients principaux. Du sable, qui va vraiment permettre de former le verre. Et ensuite, on va rajouter 2 autres ingrédients qui sont le fondant, qui permet de diminuer la température de fusion. La plupart du temps, cela va être des cendres de
de plantes, pourquoi pas des algues, ça peut être de l'écorce ou encore des fougères, ou on peut utiliser du sel également, du sel minéral, pareil, que l'on va chercher dans des mines. Et le dernier composant que l'on va mettre, c'est un stabilisant qui est la plupart du temps de la chaux. Avec tout ça, vous allez faire votre verre et ensuite vous allez donner une couleur. Dans le cadre de nos perles, c'est du cobalt qui a été utilisé pour donner cette couleur bleu marine aux perles. Donc des perles noires, des perles bleues et la dernière perle, le dernier type, sont les perles que l'on dit fruit core en anglais. En fait, en français, on pourrait le traduire comme perles de faïence, si vous voulez. Ce sont des perles qui sont assez particulières. En fait, elles ont un cœur qui est formé de sable ou de quartz broyé qu'on va ensuite faire fondre une première fois dans un moule. Et par la suite, on va les recouvrir d'émail. Donc pour cela, en fait, on va mettre l'émail sous forme de poudre dans un moule tout autour de votre premier cœur et vous allez le faire recuire pour former votre perle. Donc on va appeler ça des perles de faïence. Et finalement, il y a une dernière perle qui est toute noire, ronde, mais pour laquelle nous n'avons pas réussi à déterminer la matière exacte. Voilà, alors c'est fascinant. Alors évidemment, la première question qu'on se pose, c'est quelle est la provenance de ces perles-là? D'abord, est-ce qu'elles sont clairement de la colonie de Cartier-Roberval, donc d'à peu près 1541-1543? Est-ce qu'elles pourraient dater de périodes ultérieures? Qu'est-ce qu'on en sait? Là, je crois qu'il n'y a pas de doute ou de contestation possible. Là, ce sont des perles qui ont été trouvées sur le site en association avec d'autres objets qui sont vraiment de la période de l'occupation du site par Cartier-Roberval. Donc ça, je pense qu'on a la certitude que ces perles sont vraiment de cette époque et qui ont été déposées, perdues ou, je sais pas, échangées puis égarées sur le site à ce moment-là. Donc ça, on a cette certitude. Maintenant, la provenance, alors là, c'est... on n'est pas absolument sûr parce qu'on n'a pas trouvé de contrat, par exemple, malheureusement, on n'a pas trouvé de contrat ni à Saint-Malo, ni à Paris qui pouvaient nous démontrer qu'ils ont acheté ces perles pour les amener en Amérique du Nord. Mais on a quand même fait beaucoup de recherches sur la fabrication et le commerce des perles en France à cette époque. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir, grâce à des archéologues français de Paris, étudier une collection de perles qui ne sont pas exactement de la période de Cartier, qui sont un peu plus d'une période un peu plus tardive, deuxième moitié du 16e siècle. Le site a été daté 1590-1605 à peu près, mais les objets qu'on a retrouvés sur le site pouvaient être plus anciens. Donc, on peut penser que c'est deuxième moitié du 16e siècle. Et puis, on a trouvé certaines des perles qu'on retrouve sur le site Cartier-Roberval. On les a retrouvées aussi sur ce site qui est au plein cœur de Paris. En fait, c'est un site qui s'appelle les Jardins du Carrousel. Et puis, ça a été fouillé lorsqu'on a agrandi le Louvre dans la fin des années 80, début des années 90, vous voyez. Et puis, j'avais également travaillé avec les actes notariés de Paris. Alors, on a pu identifier tout un quartier de Paris où il y avait des fabricants de perles. On pense à peu près une trentaine. Dans le quartier juste au nord des Halles, enfin pour ceux qui connaissent un peu Paris, et où il y a une rue encore aujourd'hui qui s'appelle la rue de la Verroterie. Donc, et ces fabricants de perles qu'on appelait à l'époque des paténostriers fabriquaient des perles et on a trouvé une trentaine d'inventaires après décès avec des descriptions assez précises de perles. Et là, ces descriptions correspondent assez bien à ceux qu'on a retrouvés près du Louvre et aussi certaines dans le cas sur le site de Cartier-Roberval. Donc, on peut penser que certaines de ces perles auraient pu venir facilement de Paris ou peut-être... il y avait aussi d'autres lieux de production en France qui n'ont pas été étudiés, mais qui sont quand même connus comme Rouen.
qui était une ville de production de verre. Donc c'est possible là, que ça vienne aussi. Ou bien c'est pas impossible non plus que ça vienne d'autres villes. Bon, Venise était le grand centre de production de verre et puis de perles en verre en Europe. D'ailleurs, les Français imitaient des modèles des modèles vénitiens à l'époque. Madame Bonneau, vous voulez ajouter quelque chose sur la provenance de ces mêmes perles? À la fois sur la provenance et sur le contexte, parce qu'on a le contexte archéologique, comme vous le disiez, on est sûr vraiment de la date, mais également vu qu'il y a eu des analyses physico-chimiques qui ont été faites, notamment sur les perles bleues dont je vous parlais, ce que l'on peut voir, c'est que le cobalt qui est utilisé provient de mines qui ont été en fonction en Europe jusqu'à la fin du XVIe siècle. Donc ça nous donne une datation aussi qui fait qu'au maximum, ces perles ont été fabriquées jusqu'à la fin du XVIe siècle, donc ce qui correspond bien finalement à la période de Cartier-Roberval. Voilà, un élément de preuve de plus. Mais ce cobalt, est-ce qu'on le trouvait en France, par exemple, ou ailleurs en Europe Donc le cobalt, vraiment la grosse source utilisée à l'époque moderne, c'est l'Allemagne. C'est vraiment le centre principal. Mais il y a aussi d'autres sources, on va dire en Europe centrale au sens large. Et il y aurait aussi eu des petites sources en France, en Espagne, du côté des Pays-Bas et la Belgique. Mais on a très très peu d'informations sur ces mines-là. Par contre, ce qui aussi pour continuer sur la partie justement autres perles qui sont similaires aux nôtres qui ont été retrouvées en Europe, on a justement une collection qui est aussi au château de Montmorin, dans le centre de la France, donc qui est en Auvergne, qui ont été retrouvées dans un dépotoir daté du XVIe et du XVIIe siècle, dans lequel on retrouve également des perles bleu cobalt à section carrée, exactement les mêmes que celles que l'on a à Cartier-Roberval. Donc les preuves s'accumulent, ce sont bien des perles du XVIe siècle de provenance française. Très probablement. Très probablement, oui. Même si certains des éléments provenaient d'autres pays, peut-être. Très probablement, il faut quand même, comme on disait, il faudrait quand même faire attention. Pour l'instant, les perles, on va dire les perles de G, si on reprend, parce que comme on disait, il y avait 3 matières différentes. Les perles de G sont vraiment fabriquées partout en Europe à l'époque moderne. Oui, on en retrouve exactement les mêmes en France sur différents sites. Il y a le Jardin des Carousels. Il y en a aussi au Château de Montmorin. D'ailleurs, il y en a dans vraiment beaucoup d'autres sites. Mais on les retrouve ailleurs en Europe. L'autre chose, les perles de type Fruitcore, donc les perles de faïence, on les retrouve, donc il y en a à Paris. On en a retrouvé à Rouen également. Mais pour l'instant, nous ne savons pas du tout où elles ont été fabriquées. Il y a un gros faisceau de présomption que ce soit en France, mais nous ne sommes pas sûrs. Voilà. Pour ce qui est de la partie verre, il y a une chose qui est sûre, encore une fois, grâce à la composition chimique, elles ne peuvent pas venir de Venise. Voilà. Leur verre ne correspond pas. D'où exactement en Europe pour le reste? C'est impossible de le savoir. Est-ce qu'on peut faire un petit détour dans l'histoire un peu plus ancienne? Parce qu'on se pose la question, est-ce que les archéologues ont trouvé sur des sites datant ou du Moyen Âge ou de la préhistoire ou d'époques encore plus lointaines, ou même de l'Antiquité, c'est ça, des perles, des formes de perles, des types de perles? Qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce qu'on a toujours eu ça dans les fondements, dans les établissements humains, au fond, qu'on a mis au jour? La fabrication de perles est très ancienne. Elle remonte à l'Égypte ancienne et puis au monde gréco-romain. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Mais ce qu'on constate, c'est que l'utilisation des perles de verre a connu une mutation qui semble relativement importante à la Renaissance, parce que avant, disons qu'on fabriquait des perles de verre, mais beaucoup de perles aussi en bois avec de l'os, des cornes, enfin des matières organiques, et puis surtout pour fabriquer des chapelets. C'était l'utilisation la plus fréquente, je dirais, au Moyen Âge. Alors qu'avec la Renaissance, les perles vont commencer à être exposées sur les vêtements, sur les robes, les robes des femmes, les manteaux des hommes, les gants,
les chapeaux, même les ceintures, vous voyez. Et donc, là, c'est un usage relativement nouveau qui va se répandre de façon très importante pendant la Renaissance. Et par exemple, lorsqu'on regarde des tableaux du 16e siècle, on voit les gens, les grands nobles, les monarques ou les femmes des monarques, elles portaient des pierres précieuses. C'était sur leurs robes et leurs vêtements. Alors que les gens, disons, un peu moins aisés, mais quand même les gens de la noblesse, de la haute bourgeoisie, portaient des perles de verre, surtout du verre, un peu moins les perles, je dirais, en matière organique, mais il y a tout un développement très important là, de l'usage des perles pour le port du vêtement. Et puis c'est pour ça qu'à Paris, par exemple, dans les inventaires après décès, on voit que ces fabricants de perles travaillent pour l'industrie vestimentaire. Voilà, et puis même, les deux sont liés étroitement. Oui, et même souvent, les paténostriers vont s'appeler merciers et paténostriers, vous voyez? Ouais. Alors donc, ça, c'est assez intéressant. Et puis, on voit un petit peu en Amérique du Nord, c'est sans doute comme ça que les Amérindiens ont vu leur première perle, c'est-à-dire que c'était des Européens, les capitaines de navires, par exemple. Revenons précisément à Cartier-Roberval. Donc, ce que vous dites, c'est qu'au 16e siècle, il y a donc en Europe un grand trafic de ces perles associées aux vêtements de différentes formes, pour la noblesse, pour les gens un peu moins riches. Donc, est-ce que c'est la même chose ici? Les colons de Cartier-Roberval ont apporté ces perles essentiellement comme parure. C'est ce que vous en pensez? Ben, moi, c'est ce que je pense. Sur leurs vêtements. D'abord, oui, je pense que les perles qu'on a retrouvées me semblent davantage liées aux vêtements. Ce sont des perles qui étaient probablement sur des chapeaux, des gants ou des robes et on les a perdues. Parce qu'il y a un usage très important. Et puis, sur le site Cartier-Roberval, il y a plusieurs centaines de personnes qui viennent, puis des gens qui représentent quand même l'aristocratie, la noblesse, la haute bourgeoisie, donc qui pourraient très, très bien, c'est tout à fait logique de penser qu'ils portaient sur leurs vêtements des perles. Ça semble assez évident. Mais il n'en demeure pas moins qu'il est possible que ces objets aient aussi participé, que ces perles de verre ou de faïence ou de jet aient participé aux échanges avec les Autochtones, puisque dans les dans les récits de Cartier, il mentionne plusieurs fois des dons de paténostriers à des femmes autochtones, notamment. Donc, il y a au moins 8 occurrences dans le deuxième voyage et puis au moins une dans le troisième. Donc, on voit que cet objet participe déjà aux échanges, peut-être plus sous forme de dons que sous forme d'échanges proprement dit. Donc, on peut supposer que déjà, au moment de Cartier, qu'il y a un double usage, au fond. Hein? C'est une parure sur les vêtements des colons, mais aussi ce qui deviendra un objet de traite avec les Autochtones. Mais quel objet, de quel objet on parle? De quelle qualité d'objet parle-t-on? Madame Bonneau, est-ce qu'on parle de perles haut de gamme qui auraient appartenu à des nobles? Hein? Il y en avait. Ou est-ce que c'était plutôt assez ordinaire comme matériau? Qu'est-ce que vous en dites? Personnellement, je les mettrais dans ce qu'on appelle le moyenne gamme. Ah, d'accord. Oui. En fait, il faut vraiment penser, lorsque vous faites des perles, que ce soit en verre ou en d'autres matériaux, il y a des façons de faire vous allez en faire vraiment une très grosse quantité en une fois. Et celles que nous avons là, par contre, sont des perles qu'il va falloir aller retravailler une par une. N'importe lesquelles qui sont présentes ici, vous allez devoir à un moment les prendre une par une. Pour les perles en jet, faire les incisions. Pour les perles de verre, aller abraser les coins. Et pour la perle Friedcore, la perle de faïence, nous en avons parlé, il faut vraiment utiliser un moule individuel et donc préparer les moules à chaque fois. Donc, mais ça laisse supposer que ce soit des objets assez luxueux quand même, si ça demande autant de manipulation. Alors ça demande autant de manipulation, mais il y en a qui en demandent encore plus et notamment qui utilisent aussi des types de verre encore plus précieux, notamment par exemple le verre aventurine qui est fait à base de cuivre et qui est tellement précieux d'ailleurs que lorsqu'on le fabrique, on prie la Vierge Marie et différents autres saints
pour réussir à le fabriquer. Oh là là. Vous connaissiez cette histoire-là, M. Turgeon? Non, celle-là, je ne la connaissais pas. Je la trouve très intéressante. C'est intéressant. Alors, pourquoi ces objets-là, plus tard, vont fasciner les Autochtones? Oui, je pense que c'est un objet qui a attiré le regard, l'attention et l'intérêt des Autochtones dès le début des contacts avec les Européens. Et puis même déjà Verrazzano qui fait un voyage en 1524, là, quelques années avant Cartier, qui rencontre des groupes autochtones dans le sud du Rhode Island, là, dans le sud de la Nouvelle-Angleterre, dit qu'ils leur ont présenté des objets en or et en argent, mais que ça ne les intéresse pas. Le seul métal qui les intéresse, c'est le cuivre et les perles en verre. Et donc, il dit notamment les perles bleues, ils sont très attirés par les perles bleues. Et puis, on voit que c'est un objet qui est convoité parce qu'il apparaît très tôt dans les échanges en grande quantité. Par exemple, à Bordeaux, en 1580, vous voyez, à peine 40 ans après les voyages de Cartier, il y a un capitaine de navire basque qui achète 50 000 d'un type de perles là, qui s'appelle des turguines pour le commerce avec le Canada, vous voyez. Ah oui, et alors, ce sont des objets qui ont été ramenés rapidement au corps sous forme de bracelets, de pendentifs, de colliers. On les mettait aussi parfois dans les cheveux comme boucles d'oreilles. Et puis, sur le vêtement, sur les vêtements en cuir, certainement, parce que les objets qu'on a retrouvés dans les sépultures autochtones, par exemple, il y a eu beaucoup de fouilles archéologiques qui ont été faites dans le sud de l'Ontario et puis dans l'État de New York, où ces objets ont été trouvés justement sur le corps de tous les membres de la communauté d'ailleurs, tant les hommes que les femmes que les enfants, avec une assez forte concentration chez les femmes et les jeunes enfants, posés sur les bracelets, pendentifs. Et alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est que dans les langues iroquoiennes, comme c'était un objet qui était nouveau, qui n'existait pas dans leur culture parce que le verre n'était pas connu chez les groupes autochtones, chez les Iroquois, les dictionnaires que nous avons du début du 17e siècle qui ont été faits par des missionnaires jésuites, par exemple, nous indiquent continuellement que le mot qu'ils vont utiliser pour désigner cet objet, c'est le même mot qu'ils utilisent pour désigner l'œil dans leur culture, vous voyez. Alors, il y a cette notion que c'est un objet qui, du moins, on peut penser, rappelait l'œil et donc la vision. Oui. Donc, une valeur symbolique. Oui, la perception et la cognition, je pense, oui. Ce sont vraiment des intéressant. Perceptions et cognition, oui. Oui. Vous parlez de l'Ontario, mais j'imagine qu'on a trouvé partout en Amérique du Nord des perles qui ressemblent à celles qu'on a trouvées à Cartier-Roberval. Qu'est-ce qu'on en sait? Oui, Madame Bonneau? Pour les perles de jet, oui, on en a retrouvé un petit peu partout. Pour les perles Friedcore, donc les perles de faïence, là, c'est un petit peu plus compliqué. On en a en Amérique du Nord que 200 qui ont été retrouvées. C'est très peu comparé aux milliers, voire presque aux millions de perles de perles de verre qui ont été retrouvées sur l'ensemble de l'Amérique du Nord. Et plus précisément, en fait, celles qui sont les perles bleues, donc ces sections carrées, les perles bleu foncé dont on parlait en verre, elles, en fait, on les a retrouvées que sur 2 autres sites en Ontario, Zap et Grimsby. Donc ça, c'est Brad Lowen qui a fait cette recherche il y a déjà quelques années. Et en tout cas, actuellement, c'est le seul endroit, pour l'instant en Amérique du Nord, où on les a retrouvés vraiment des types exactement similaires. Donc, il y a quand même une rareté là, dans ce qu'on a trouvé sur Cartier-Roberval. Oui. Ah, c'est assez intéressant. Oui, M. Turgeon? Oui, c'est parce qu'il y a une perle qui, moi, m'intéresse beaucoup. Madame Bonneau le sait, c'est la fameuse perle Friedcore, ou que les Anglais appellent la faïence ou la faïence, oui. Alors, il y en a juste une, mais c'est une perle qu'on retrouve essentiellement sur des sites
les premiers sites de contact en Amérique du Nord. Hein. C'est une perle qui a été utilisée un peu comme un marqueur chronologique, c'est-à-dire que lorsqu'on retrouve une perle comme celle-ci sur un site autochtone de contact, on peut tout de suite penser que c'est plutôt 16e siècle que 17e siècle. Voyez, parce que il y a à peu près, je dirais, 170 de ces perles qui ont été retrouvées sur des sites autochtones du 16e et, disons, début 17e siècle. Et puis, ils sont vraiment sur des sites de cette période. Donc, c'est une perle qui peut être utilisée comme marqueur chronologique. Bon, c'est jamais absolu parce qu'on en trouve quelques-unes un peu plus tardivement, mais il n'en demeure pas moins que c'est une perle qu'on retrouve essentiellement sur des sites de contact, disons, grosso modo, au 16e siècle. Voilà. Madame Bonneau? Oui? Oui, comme le disait Monsieur Turgeon, en fait, en Amérique du Nord, on les retrouve vraiment dans ce contexte du XVIe siècle, voire des fois jusqu'au début du XVIIe siècle. Il y en a quelques-unes qui sont sorties récemment, fin du XVIIe siècle. On pense que ce sont des perles qui se seraient peut-être échangées et donc qui... En fait, il y aurait une durée de vie peut-être plus longue que les autres que l'on a pu retrouver. Mais là encore, beaucoup plus récemment, ce sont des perles, des perles Fruitcore, exactement les mêmes, qui ont été retrouvées au Bénin, en Afrique, et là, par contre, dans des contextes du 19e siècle. Ah. Par contre, les méthodes de fabrication ne sont pas tout à fait les mêmes, et plutôt que d'avoir un cœur, je vous parlais tout à l'heure de quartz concassé ou de sable, celles-ci ont un cœur de verre pas très bien raffiné en fait. Donc il est noir plutôt que d'être plutôt blanc ou poudreux si vous voulez. Donc l'extérieur est complètement similaire, mais l'intérieur n'est pas similaire. Donc on se demande si ça vient de justement du même endroit ou si, pourquoi pas, ça viendrait justement d'une autre période. Mais l'extérieur est le même, mais l'intérieur est différent. Voilà. Mais ce que ça nous dit, c'est qu'il y a eu tout un trafic de ces perles, ne serait-ce que de cette sorte de perles-là à travers les continents. C'est fascinant. Est-ce que les archéologues ont depuis longtemps vu l'intérêt d'étudier ces perles? Ou est-ce que c'est récent l'intérêt qu'on peut porter à ces si petits objets? Qu'est-ce que vous en dites, M. Turgeon? Oui, je dirais que oui, il y a un intérêt qui est assez ancien pour ces objets. En fait, surtout en Amérique du Nord, du moins, je connais moins la situation en Afrique, mais en Amérique du Nord, c'est un objet qui a été étudié de manière relativement importante parce que c'est un objet qu'on retrouve en quantité importante sur les sites et qui est généralement bien conservé aussi. Hein. Donc, et puis qui a un côté fascinant, le fait qu'on les ait retrouvés dans des contextes de sépulture, par exemple, exposés sur des corps. Vous voyez, ça démontre l'intérêt que les Autochtones attachaient à cet objet parce que, je veux dire, le corps est un lieu d'exposition. C'est le premier lieu d'exposition et c'est une façon de montrer, d'exprimer l'acquisition et la propriété aussi des choses. Quand on porte un objet précieux, disons entre guillemets, sur notre corps, c'est une façon de démontrer avec force qu'il nous appartient. Hein, et puis que c'est des objets qui avaient une charge symbolique très importante aussi, par le fait qu'on les désigne sous le nom de l'œil, qu'on les porte sur les grandes articulations du corps finalement aussi. C'est là qu'on peut penser, certains anthropologues, historiens, y compris moi-même, ont proposé l'idée que c'était des objets qui non seulement étaient des objets esthétiques de parure pour orner le corps, mais aussi pour le renforcer, puisqu'on les mettait sur les articulations. C'était une façon de fortifier les corps. Et puis, on sait aussi que souvent, les hommes, par exemple, les autochtones les portaient lorsqu'ils partaient en guerre, ou les femmes, lorsqu'elles étaient, disons, en âge de procréation. Et puis, on les mettait aussi souvent sur les enfants malades pour essayer, avec l'espoir que ces objets allaient contribuer à leur guérison, vous voyez. Voilà. Est-ce que, cela dit, quand on regarde ces 11 perles découvertes tout près d'ici, ça peut inspirer d'autres avenues de recherche? Est-ce qu'on peut, à partir de là où tout est dit, là,
ou est-ce qu'on peut, à partir de cela, essayer d'aller encore plus loin, ou sur les modes de fabrication, ou sur l'usage peut-être qu'on en a fait, ou Madame Bonneau, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a bien entendu beaucoup d'avenues de recherche qui peuvent se faire déjà. Comme on le disait, la provenance exacte, nous ne savons pas où elles ont été fabriquées. Les analyses physico-chimiques qui ont été faites donc dans les années 2000 sont limitées. Maintenant, il y a de nouveaux développements qui ont été faits, donc on pourrait aller plus loin. L'autre gros développement aussi qu'il y a eu depuis une grosse dizaine d'années, c'est que finalement les archéologues européens se sont mis à porter un intérêt à ces perles de verre, et donc de plus en plus de sites sont accessibles maintenant, contiennent des perles de verre, et donc nous permettent de comparer et d'avoir des informations sur les endroits où ces perles étaient fabriquées, donc d'avoir des références qui vont nous permettre de vérifier celles que l'on a à Cartier-Roberval et celles que l'on a en Europe. Et tel que vous le présentiez tout à l'heure, l'intérêt pour les perles en Amérique du Nord, il est très ancien, il date des années 70. Il y avait même eu un colloque en 1980, vraiment sur les perles de verre en Amérique du Nord, qui avait été organisé entre autres par Carlis Karklins et puis Kenneth et Martha Kidd. Mais ce n'était pas le cas en Europe. Mais non, en chez Europe. Vos collègues archéologues européens. Non, vraiment, c'est très, très, très récent. Et pour la petite anecdote, j'ai même des archéologues européens qui m'ont dit oui, on en a trouvé, mais on ne les a même pas inclus dans l'inventaire. Pour nous, ça ne servait à rien. Donc, c'est pour vous dire le très faible intérêt qu'ils y portaient jusqu'à il y a très, très peu. Et donc, justement, cet intérêt maintenant renouvelé donne des possibilités de retrouver où on les a fabriqués, de mieux comprendre les techniques de fabrication, parce que lorsqu'on retrouve ces perles dans des ateliers, on peut étudier les techniques, on peut étudier les outils utilisés, et on peut aussi travailler sur les matières premières utilisées. Donc, est-ce qu'un atelier, pourquoi pas en France, est-ce qu'il utilisait des matières premières françaises ou est-ce qu'il utilisait des matières premières qui venaient d'ailleurs? Ça donne plein d'informations sur les réseaux d'approvisionnement, sur la fabrication. Puis ensuite, cette perle était envoyée en Amérique du Nord. Donc il y a aussi là tout un réseau qui se met en place. Qui se met en place, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Laurier Turgeon, après toute cette rencontre sur les perles? Bien, je dirais que ce sont de très petits objets, probablement les plus petits de la collection, mais en même temps des objets qui nous apprennent beaucoup de choses à la fois sur les Européens, les Français qui étaient présents sur le site, et aussi sur les Autochtones et les relations entre les Français et les Autochtones à cette époque. Donc, c'est un petit objet, mais qui nous enseigne beaucoup de choses. Voilà. Madame Bonneau, vous êtes d'accord? On a beaucoup à apprendre de l'infiniment petit? Oui, en effet, on a beaucoup à apprendre de l'infiniment petit et en fait de tout ce petit mobilier que l'on voit tout autour, que ce soit aussi les boutons, les fourchettes et différents objets que l'on peut porter sur le corps autres. Et d'ailleurs, actuellement, en fait, on a un programme de recherche qui est en place avec Jean Soula et avec le CRAM à l'Université de Caen en France, qui est justement pour but d'étudier ce petit mobilier à la fois en contexte métropolitain en France et en contexte colonial, donc dans les colonies d'Amérique du Nord, en Nouvelle-France, mais aussi dans les Antilles et en Guyane. Et on espère ainsi pouvoir faire des liens entre ce petit mobilier en Europe, en France, et son utilisation dans les colonies. Fascinant donc. Histoire à suivre. Merci beaucoup à vous deux pour cette rencontre. Merci. Merci.